Quelque chose me dit que le violet, c'est pas la couleur préférée du pain de Cédric. Et c'est sur ça que nous allons commencer le procès jubilaire, les amis, mesdames et messieurs. Oui, nous allons commencer. Nous avons fini de parler, nous avons fini de blablater, nous avons fini de bloquer les haters. C'est terminé, c'est fini. Nous pouvons commencer. Et aujourd'hui, nous allons pas lire le thread de Juliette Compion, qui était au tribunal aujourd'hui, à la cour d'assises, pardon. Mais j'ai vu en fait qu'elle s'était arrêtée, je vérifie toujours dans la journée où ils en sont, etc. Mais j'ai vu qu'elle s'était arrêtée pour écrire un article pour France Info, il me semble. C'est pas grave, on lui envoie de l'amour, du courage pour ce qu'elle fait. Et on va lire, donc elle nous a renvoyé, en pensant à nous, la team, en pensant à nous, nous a renvoyé vers une autre collègue qui s'appelle Cécile Olivier. Et je sais pas si vous vous rappelez d'elle, elle faisait partie d'une des rares journalistes dont j'ai lu les comptes rendus pendant le procès Pellico. Il y avait elle, Marion Dubreuil, Juliette Compion, c'était nos queens. Et Cécile Olivier, il me semble, Noémie Schulz. Je me rappelle. Moi et les noms, c'est pas possible. Moi et les noms, c'est pas possible. Que pensez-vous de la boule à zéro de Jubilard? Bien, écoutez, je ne peux pas penser. Je ne peux pas critiquer son physique parce qu'apparemment, ce monsieur est en alerte. Il sait quand on critique ses joggings sur Twitter, etc. Donc on va pas commencer à critiquer sa boule à Z. Il va venir nous menacer. Horrible sa tête d'œuf à Cédric. Ça y est, vous allez le vexer. Lui qui avait le sourire, vous allez le vexer. Franchement, la team, là, vous faites n'importe quoi, là. Là, vous faites n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai un petit peu lu vos commentaires sur la première vidéo. Vous êtes beaucoup à m'avoir dit, j'espérais trop que tu commentes ce procès. Hâte de voir tes prochaines vidéos. On est là, les amis. Vous le savez, j'attendais des vidéos sur cette affaire, Pipa. Merci à toi. Merci pour votre travail. Merci pour ton travail. Merci à vous. Merci beaucoup. Putain, vous êtes vraiment incroyables. Les hommes sont en PLS dans les commentaires, ma pauvre Pipa, bon courage. Ah bon, ils sont qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais c'est toujours les hommes en plus qui rouspètent, putain, c'est fou ça. Toute cette histoire révèle bien l'enfance destructrice qui amène un enfant à devenir un adulte instable qui peut aller jusqu'au meurtre parce qu'il est déconstruit. Les services sociaux ont une part de responsabilité sur ses vies gâchées. Ah les amis, que voulez-vous? Oui, en partie. Enfin, oui, je pense aussi que la société a en général, au-delà des services sociaux, mais on a une responsabilité parce qu'il faut prévenir plus que ça, il faut faire plus de travail sur nous-mêmes, il faut plus considérer les enfants comme des êtres humains, parce que pour moi, les enfants, aujourd'hui, dans notre société, ils ne sont pas considérés comme des êtres humains, c'est des demi-humains. C'est sûr, ils ont besoin d'être encadrés, on en a parlé hier, mais c'est pas possible de ne pas les traiter décemment parce qu'on se dit que c'est des enfants et qu'ils vont oublier. C'est pas possible, ça n'existe pas. Il faut arrêter de faire ça parce qu'au final, regardez ce que ça donne. On reproduit des schémas et on n'y arrive jamais. C'est pas possible. Bonsoir Pipa, bonsoir à tous. Je vous ai découvert aujourd'hui. Merci pour ce genre de live. Et écoute, merci à toi d'être là et d'être en quête de vérité. J'aime trop dire ça. Parce que c'est vrai, en vrai, vous prenez le temps. C'est comme ça que je vous vois en fait. Vous prenez vraiment le temps de vous intéresser à ces affaires, de vous intéresser aux détails pour vous faire votre avis et pas juste avoir un avis juste comme ça parce que vous avez lu 2-3 phrases. Non, vous voulez savoir les détails et ça c'est très bien. On devrait tous le faire, vraiment. D'ailleurs, c'est intéressant. Ça c'est un des commentaires. C'est intéressant d'avoir les détails de la procédure. On peut passer beaucoup de temps à essayer de savoir pourquoi certains reproduisent les violences subies et pourquoi d'autres réussissent à ne pas devenir violents. D'ailleurs, est-ce qu'on est sûr de ça? N'y a-t-il jamais aucune violence verbale, psychologique dans ce cas, de comportement passif-agressif, de langage toxique, ni non plus de violence subie pour être sûr de ne pas devenir bourreau. En tout cas, puisque les cas particuliers sont tellement répandus, c'est qu'il faut regarder le phénomène à grande échelle. Que fait la société pour aider les enfants violentés? Vous voyez, je viens de dire ça à l'instant. Je lis ça dans le commentaire de la première vidéo. Nous sommes connectés, les amis. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous avons envie de changer la société. Et ça, c'est super. Donc, que fait la société pour aider les enfants violentés? Et commencer par les dépister pour éviter qu'ils ne reproduisent les violences. Pour les gens qui auraient l'argument ça coûterait trop cher, il faut savoir que la violence coûte cher. Putain, mais je t'adore, mais qui es-tu? Correspond 1274. J'adore. Il faut savoir, donc les violences coûtent cher, les impacts sur la santé, les accidents, la santé mentale, etc. font que la violence coûte très cher à la société. Donc même cet argument ne tient pas. Il y a un vrai déni du problème, une minimisation, un renvoi vers la responsabilité individuelle. C'est pour ça, même moi, je vous dis, c'est pas les services sociaux ou juste les parents, où vraiment il y a une responsabilité à prendre à grande échelle, à l'échelle sociétale. Or, on a une responsabilité collective, exactement. Manque d'information, d'éducation, de formation, en particulier des personnes en contact avec les enfants. Manque de structures d'accueil pour mettre en sécurité les victimes. Manque de volonté politique de sortir de ce bourbier. Ça encore, c'est
C'est une réalité. Hein. Nos politiciens, pas tous évidemment, mais la plupart ne s'intéressent pas à ça et du coup, c'est des problèmes qu'on met sous le tapis et forcément, quand il y a ce genre d'affaires, on est obligé de les regarder droit dans les yeux. Donc bon, merci beaucoup pour ce commentaire. On va commencer le deuxième jour, mais en tout cas, mais je pense que je vais faire ça de temps en temps. Je vais lire vos commentaires parce que même en live et tout, comme ça, je vous les reposte et vous les lisez, enfin, vous les écoutez parce qu'on putain, on est connectés, les amis. On pense la même chose. C'est génial. Enfin, on pense pas forcément les mêmes choses, mais en tout cas, on constate les mêmes problématiques et on est d'accord pour les solutionner de telle ou telle manière, et ça, c'est génial. Pourquoi les femmes qui ont vécu des violences sont moins violentes une fois adultes que les hommes qui ont vécu les mêmes choses? Est-ce que, tu vois, bon, l'élément de réponse que moi, je pourrais donner, c'est parce que les femmes ont tendance à plus s'exprimer. Pour moi, hein, je sais pas si... Il faudrait faire des études, mais je pense que c'est le cas, oui. Vu qu'on a tendance à s'exprimer, à extérioriser, à vouloir se soigner aussi, à aller voir des psys, à faire cette démarche-là de déconstruction, forcément, on n'a pas envie de reproduire les mêmes schémas. Et ça, pour moi, ça fait toute la différence. Pour moi, c'est selon moi. Après peut-être qu'il y a d'autres éléments que voilà, mais pour moi, c'est en grande partie c'est pour ça. Commençons, les amis, commençons. Donc, nous allons lire le thread de Cécile Olivier, qui est partie à la cour d'assises pour le deuxième jour du procès de Cédric Jubilard. On commence. Aujourd'hui encore, nous sommes autorisés à photographier la salle avant l'ouverture de l'audience. Mais tu m'étonnes, il est là pour ça aussi. Dans quelques minutes, un enquêteur de personnalité va évoquer la personnalité de la disparue, Delphine Jubilard. C'est parti. L'enquêteur de personnalité retrace la vie de Delphine Jubilard, née à Hossaguel. J'espère que je n'écorche pas le nom de la ville, déjà que j'écorche le nom de tout le monde. Elle est la deuxième d'une fratrie de 4. Père absent et alcoolique. Divorce des parents vers 8-9 ans. Le père décède quelques années plus tard. Delphine reste taiseuse et secrète à ce sujet. Mère aimante mais souvent absente pour faire vivre la famille. Dépressive. Delphine a été parentifiée, dit l'expert. Se dit des enfants qui compensent les manques parentaux en endossant le rôle de parent. Ok. Elle a connu des difficultés financières dans l'enfance. On a eu une enfance pourrissime, dit le frère de Delphine. Putain, pourrissime. Je n'avais jamais entendu un mot pareil. Pourri, oui. Pourriture, oui. Pourrissime, non, jamais. Ça devrait vraiment être la merde. Du coup, une enfance pourrissime, dit le frère de Delphine. Toutefois, cela soude la fratrie qui se serre les coudes. Ses conditions de vie ont façonné sa personnalité, sa pugnacité, mais aussi ses silences. Delphine devient infirmière, une véritable vocation, employée par une clinique en parallèle de ses études. Ses collègues notent la vigueur de son travail, sa fiabilité. Une grande timide qui craignait de déranger les médecins et de s'imposer, disent-ils. Delphine rencontre Cédric Jubilard à 18 ans. Ah oui, elle était jeune. Ah oui. Lui était tout feu, tout flamme, elle discrète et réservée. Je n'aurais jamais pensé qu'ils feraient leur vie ensemble, dit un proche. On a tous espéré que ce soit une histoire courte, dit son frère. Déjà, quand ta famille valide pas le bonhomme, c'est que bon... C'était un peu le vilain garçon. Il fumait beaucoup, il n'était pas stable, mais son côté festif lui plaisait, dit une amie de Delphine. Tous deux partageaient une appétence pour faire la fête. En 2005, le couple s'installe en concubinage. Les premières tensions apparaissent en 2008-2009, donc 1 an, 2 ans plus tard. Elle le portait à bout de bras. L'amour rend aveugle, disent les proches. Ils se marient pourtant en 2013. L'expert parle très vite. Il est difficile de tweeter. Ah. En résumé, les proches décrivent une relation déséquilibrée où Cédric Jubilard exerce une position dominante et où Delphine se montre de plus en plus effacée, fatiguée de tout payer, de tout assumer. Couple terne, presque mécanique, dit l'expert, mais la volonté de fonder une famille les soude comme pour prendre une revanche sur leur enfance respective. C'est vrai que du coup, tous les deux n'ont pas eu une enfance joyeuse, quoi. Dès qu'il arrivait, elle s'effaçait. C'était comme un on-off, dit Anne-Michel, une amie de Delphine. Elle prend la décision de... Ça c'est très, très red flag, les amis. Ça, c'est maxi red flag. Si tu ne peux pas être toi-même devant ta personne, enfin, la personne, ton partenaire, vous m'avez compris, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire qu'il y a de la peur. Si t'as peur d'être toi, c'est pas normal, c'est pas possible. Donc ça, c'est red flag, ça. Pardon, j'en étais où? Donc, le on-off. Elle m'a dit qu'elle ne voulait... Ah non, pardon. Elle prend la décision de rompre, à l'automne 2020 et ne revient jamais sur sa décision. Ok, donc, automne 2020,
Elle a disparu en décembre 2020. Donc, ok, c'était quelques mois avant. Et elle n'est jamais revenue sur cette décision-là de se séparer de Cédric. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas faire revivre à ses enfants ce qu'elle a elle-même vécu. La rencontre avec son amant marque la métamorphose de Delphine Jubilard, qui devient plus joueuse, coquette, assurée. Ce dernier note le changement. On sentait qu'elle était solaire jadis et qu'elle s'était éteinte. J'ai trouvé l'interrupteur, elle est redevenue solaire. Là, c'est son amant qui parle. Question de l'avocat général. Delphine a eu une enfance cabossée, proche de Zola. Finalement, c'est une rencontre de deux jeunes gens cabossés. Oui, il y a un effet miroir, acquiesce l'expert. Ils ont des blessures infantiles similaires qui se manifestent différemment. L'avocat général demande avec la rencontre de son amant, elle devient un peu moins femme dans le sens épouse, elle s'émancipe. Oui, il y a un changement physique et psychique, dit l'expert. Le deuxième avocat général demande « Avez-vous eu des témoignages de violence en son encontre dans le couple ?» La seule qui m'en a parlé, c'est sa cousine. Delphine lui aurait confié que son mari lui a levé la main dessus avant de se refermer très vite. Un des avocats de la partie civile demande « Vous avez parlé d'un renversement du rapport de domination avec la séparation. » Oui, petit à petit, elle prenait de l'indépendance, elle s'émancipait de cette vie conjugale. Donc, on est passé d'une situation de soumission à une situation de libération. L'avocat essaie de suggérer et révéler l'existence d'une mécanique fréquente au cœur des féminicides. Ok. Parce que, ouais, ok, ben oui, forcément. Si la femme qui était d'abord soumise commence à se libérer, il doit y avoir une statistique que je n'ai pas, mais en tout cas, ça doit rentrer dans le process de comment ça se passe pour en arriver jusqu'au féminicide. Ça me fait peur parce que ça veut dire que même quand une femme essaie de se libérer des griffes de la personne, de son homme, entre guillemets, ben en fait, ce qu'elle risque, c'est pas juste déjà de... Enfin, faut avoir un courage de fou pour le faire, mais elle risque aussi de mourir, quoi. Et risque de la tuer. Parce qu'il supportera pas que autrefois elle fut soumise et que peu à peu elle se libère de ses chaînes, quoi. Donc ça, c'est quand on va dire aux femmes pourquoi t'es pas partie, pourquoi elle est pas partie, pourquoi elle est restée, ben en fait, si statistiquement t'as plus de chances de te faire tuer si jamais tu te libères des griffes de ton compagnon, ben est-ce que ça vaut le coup? Vaut mieux rester en vie, même si t'es soumise. C'est horrible. Elle lui échappait, ouais, c'est exactement ça, hein. Elle est en train de lui échapper et c'est pour ça que, très honnêtement, il y a un mobile. Là, clairement, il y a un mobile. Elle prend le risque de se faire tuer. Mais c'est dingue de se dire que parce que tu te libères et parce que tu veux juste être toi, parce que tu n'étais pas toi dans la relation, parce que dès qu'il est en ta présence, tu ne peux pas être toi, et juste tu veux vivre une expérience humaine où tu es juste toi, et tu peux pas. Tu prends le risque de mourir. Voilà. On en est là aujourd'hui. C'est pour ça que je vous l'ai déjà dit, un peu pas pour rire, hein, parce que franchement là, on l'a sous les yeux. Hein. Mais se mettre en couple, ça représente un risque pour la femme. Ne serait-ce que quand on voit la statistique de qui c'est qui tue les femmes, le plus gros pourcentage, c'est leur conjoint. Donc se mettre en couple pour une femme, c'est un risque. Et ça, il faut l'entendre. Et ça veut pas dire que c'est le cas à chaque fois, et ça veut pas dire qu'il faut plus se mettre en couple. Non, ça veut dire que en tant que femme, tu l'as dans la tête. Tu te dis, ok, je vais choisir un mec, je vais me mettre en couple avec lui, je prends un risque de mourir. Voilà. Je prends le risque que ça me tue. Prendre le risque de se faire tuer soi. Et aussi les enfants, aussi, des fois, ils y passent. Hein. Des fois, c'est tout le monde qui y passe. Même le mec, il va se suicider après. Ça aussi, on l'a déjà entendu. En gros, il se dit, si je l'ai pas, personne l'aura. Mais ça, c'est de la domination pure et dure, quoi. C'est de la folie. Ce serait la perte de contrôle qui a fait vriller Cédric. En tout cas, oui, pour moi, c'est un mobile. Pour moi, c'est un mobile. De toute façon, on savait qu'il y en avait un. Hein. Surtout qu'une femme est plus épanouie seule qu'en couple. Et c'est l'inverse pour les... Par contre, ça, la statistique est vraie. Les femmes qui sont célibataires vivent plus longtemps. Et vivent de manière plus épanouie. Et les hommes, c'est le contraire. S'ils sont célibataires, ils vont vivre moins longtemps. Et s'ils sont en couple, ils vont vivre plus longtemps. Parce que la femme vient un peu enlever du stress. Alors que la femme vient récupérer de la charge mentale. Et c'est pour ça qu'en fait... Ça veut pas dire que tout le monde doit rester célibataire et que ça y est, c'est fini, plus personne ne se met en couple. Non, ça veut juste dire que faut revoir les dynamiques de couple. Parce que c'est pas normal qu'il n'y ait pas un équilibre dans ça. Il faut que ce soit les deux qui soient épanouis et bien. C'est logique. Les gens sont les plus heureux sont avec des chats, de ouf. De ouf. Ils m'ont froid, hein, putain. Ah, vous imaginez un chat, je veux pas avoir la charge mentale du chat, pour vous dire. Alors que je les adore. Je les aime tous. Merci pour les follow sur Twitch, hein, merci beaucoup.
J'ai plus confiance pour me mettre en couple. Ils font les agneaux au début et après ils changent. Mais en fait, c'est ça que il faut. En fait, Sandra, il faut être tout le temps en alerte. Je trouve ça. Là, je vous parle avec le cœur. Je trouve ça dommage de faire une croix, même si je le comprends totalement. Je vous ai même dit, même les misandres, je les comprends totalement. Totalement. Surtout dans la société, je comprends. Mais je trouve ça tellement dommage de faire une croix sur l'amour, de faire une croix sur cette expérience et ce sentiment magnifique qu'est l'amour, parce qu'il y a un risque. Mais par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est rester en alerte. Je peux pas zoomer. Je voulais zoomer là pour vous regarder dans les yeux. Mais restez tout le temps en alerte. Parce que j'en ai entendu des histoires où c'était parfait pendant des années. Mais des années. Vous savez, c'est quoi porter un masque pendant des années? Des années, c'était parfait. Parfait. Du jour au lendemain, hop là. Donc, toujours rester en alerte. Toujours. Faut être vigilant, exactement. C'est pour ça que je suis contre les plans d'un soir, en fait. C'est pas de pudeur, mais vraiment parce que c'est tellement risqué. C'est vrai que, pareil, chacun fait ce qu'il veut dans le meilleur des mondes, hein, bien sûr. Mais le fait de laisser... d'être en intimité avec un homme, surtout un homme que tu ne connais pas si c'est un plan d'un soir, c'est un risque énorme. Énorme. Je pourrais jamais faire la promotion des coups d'un soir. En tant que femme et en tant que féministe, c'est pas possible pour moi. Chacun fait ce qu'il veut, vraiment. Mais en fait, il faut avoir conscience de ce risque. Et même au-delà de ça, il faut rester en alerte, il faut rester vigilante. Ça veut dire que même, ça peut bien se passer. Hein. Tu peux avoir un coup d'un soir, ça peut bien se passer. Et au final, je sais pas, à la fin, il te kidnappe ou j'en sais rien, ou il te fait du mal, ou peu importe. Donc en fait, pendant toute la durée où tu es avec lui, il faut être en alerte. C'est dommage, mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix de prévenir. Il faut tout le temps prévenir. Après, je le dis souvent, si on doit se terrer dans une grotte, on vit plus en fait au final. Donc faites, mais juste faites attention, s'il vous plaît. Et restez en alerte. Et quand vous sentez quelque chose, vraiment faites confiance à votre instinct. Quand vous sentez quelque chose, putain, écoutez-vous. Votre instinct, il va tout vous dire. Et souvent, les femmes qui ont vécu des choses horribles, elles le disaient. J'ai senti quelque chose. Donc quand vous sentez, faites même si ça peut être gênant, j'en sais rien, pendant un date, vous êtes là et vous sentez qu'il y a une ambiance bizarre ou peu importe, inventez l'excuse la plus farfelue qui soit, on s'en fout. Dites, il y a Pippa Reddington, elle m'a appelé, là, elle veut faire une vidéo. Vite, il faut que j'y... Dites ce que vous voulez, mais partez. C'est votre instinct, il faut que vous lui fassiez confiance. Parce que même au-delà de l'instinct, une personne, elle peut vous berner facilement. Les gens, ils bluffent. Je pense que c'est quelqu'un qui m'a fait bugger pour me dire « Mais tu vas continuer ce putain de procès, oui ou non ?» Bordel, on veut savoir la suite. Et là, tu parles, tu piapiates. Oui, il vaut mieux prévenir que guérir. Allez. C'est de la censure. Allez, on reprend. Du coup, ok. Donc, Maître Boguet, l'un des avocats de partie civile, interroge l'expert sur l'isolement progressif de Delphine. L'expert évoque une soirée où, suite à un comportement de Cédric, Delphine n'a plus jamais été invitée. Elle avait aussi honte de cette maison, toujours en travaux, et n'y invitait jamais personne. Une question de Maître Boguet sur le comportement de Cédric quand Delphine s'exprime en public. Leurs caractères sont très différents. Elle n'aime pas la lumière, elle se replie facilement, invisibilisée. Repoussée dans l'ombre, elle y restait, conclut l'avocat. Maître Pauline Rongier, avocate partie civile, s'adresse à Cédric. À l'avocataire, pardon. Cédric Jubilard a-t-il dit que sa femme était une bonne mère, courageuse, dévouée et gentille? J'ai un peu d'affect de sa part, il y a quelque chose de très factuel. On est moins dans l'émotion. Maître Rongier, il n'y a aucune phrase positive de Cédric Jubilard sur sa femme. En tout cas, la description est très simpliste. Mais pour votre enquête, c'est-à-dire la seule fois où il a été entendu pour parler d'elle, il ne vous a pas parlé d'elle? L'expert secoue la tête. Prise de bec entre Maître Rongier et Maître Emmanuel Franck en défense, qui lui demande d'en venir à sa question. J'ai quand même le droit d'introduire mes questions, comme l'ont fait mes confrères. Maître Franck souffle et regarde la salle. Suspension d'audience, un avocat est interviewé dans la salle. Ok, l'audience reprend avec les questions de la défense. Maître Franck, est-ce que tout le monde a son avis sur la culpabilité de Cédric Jubilard? La médiatisation a-t-elle pu le présenter de manière péjorative? La médiatisation est un biais qu'il nous faut prendre en compte. Le risque est peut-être de tomber dans une certaine caricature. Par exemple, certains ont parlé d'un isolement progressif. Mais est-il vrai que Delphine Jubilard faisait de nombreuses sorties avec ses copines? Maître Emmanuel Franck dit Cédric avait un avis négatif sur les amis de Delphine.
Je suis désolée, je suis obligée de m'arrêter et de vous montrer ça, le violentomètre. Alors, un homme qui veut isoler une femme. Ben on est là. On en est là, on est 100% dans le rouge là. Là, on est vraiment dans le rouge. T'isole de ta famille et de tes proches. Voilà, c'est ça. Un homme qui déteste toutes tes copines. Il n'en déteste pas une. Hein. D'ailleurs, s'il en déteste une, sachez que c'est elle qui veut se serrer. Ça, c'est mon avis d'expert. Et non, mais là, voilà. Là, toutes, frérot. Calme-ouette. On continue. Il est qualifié de cassos qui la prenait pour une assistante sociale. Pour autant, elle est fréquentée quand même. Il a traité ses copines de cassos, putain. Ah putain, j'allais être méchante, mais... Bon, je suis méchante. Allez, je suis méchante. Comment tu peux dire que c'est des cassos alors que ta propre femme dit qu'elle a une vie de bidochon avec toi, frérot? C'est qui le cassos? Tu projettes, là, c'est pas possible. Elle est bien, cette règle, on lâchait tout. Ben, je l'ai eu... Mais tu peux la trouver. C'est le conseil départemental des Landes. Mais je pense que dans tous les conseils départementaux, tu peux le demander. Hein. Ça, c'est un truc de prévention, mais c'est de... Je vais dire dans le monde entier, non, c'est dans toute la France, quoi. 3919, Solidarité Femmes. Mais tu peux même le trouver sur Internet, il y est sur Internet. T'écris violentomètre, le violentomètre, et tu vas trouver. Dans les MDS, c'est gratuit, oui, c'est gratuit. Hein, et je l'ai tout le temps avec moi. Des fois même, c'est un marque-page pour moi, comme ça, je lis, après je suis là. Ce qui a écrit tout en bas te menace avec une arme. Donc là, ça commence à être noir, quoi. Allez, on continue, les amis. J'ai entendu une émission où le présentateur a dit à la fin « Oui, mais il se dit que Delphine achetait souvent de la lingerie et qu'elle avait des jouets sexuels. J'ai cru m'étouffer, pardon. » Attends, mais c'est vrai, ça? Delphine avait de la lingerie et des jouets sexuels? Mais attendez, mais qu'est-ce qu'on fout là? Mais putain, mais libérez cet homme. Mais il n'a rien fait. Et même s'il a fait, c'est pas grave. Delphine avait des jouets et de la lingerie? Mais quel genre de lingerie? Aline, quel genre de lingerie? Dis-nous! Des soutiens-gorge ou... Des culottes? Oh putain. Mais libérez Cédric! Mais libérez-le! Mais quoi qu'il arrive, il est innocent, il avait de la lingerie! Oui, ça s'est passé sur RMC, j'ai vu l'extrait, il est disponible sur YouTube. Ben, n'hésitez pas à me l'envoyer dans la rubrique React dans mon Discord, parce que je me ferai un plaisir de le regarder. Parce que c'est vraiment... Il faut y aller, quoi. Et est-ce que Cédric avait des calbars? Ça nous intéresse de savoir s'il avait des calbars. Est-ce qu'il a déjà regardé du porno? Ça nous intéresse aussi. Voilà. C'est pour déterminer la culpabilité. Voilà. Ah, on continue, les amis. On va jamais y arriver, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Franchement, mais ce deux poids deux mesures homme-femme, il me fatigue. Je vous jure, à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Allez, on continue. Donc, il y avait une relation déséquilibrée entre eux. Donc oui, donc les amis, c'était des cassos, ok. Donc, il y avait une relation déséquilibrée entre eux. Donc là, c'est l'avocat de Cédric qui dit « Mais si le déséquilibre, c'est arrête de fumer, et il arrête pas, trouve un CDI, et il le trouve pas, termine la maison, et il ne la termine pas, on est loin d'un rapport de soumission. » Attends. Genre là, Delphine ne pouvait pas être dans un rapport de soumission vis-à-vis de Cédric parce que quand elle lui disait d'arrêter de fumer, il continuait. Quand elle lui disait ce serait bien que tu trouves un CDI, il n'en trouvait pas. Et quand elle lui disait que ce serait bien qu'il termine les travaux de la maison, il les terminait pas. Donc c'est impossible qu'elle ait pu être dans un rapport de soumission. Mais c'est quoi le rapport? Elle lui donne des conseils pour améliorer sa vie. Enfin, des conseils, oui. Elle lui dit, ouais, ce serait bien que tu fasses ça, ce serait bien que tu fasses ça. Au final, il le fait pas, certes. Mais c'est pas parce qu'elle lui donne des conseils qu'elle peut pas être dans un rapport de soumission. Les avocats de Cédric nous ont pas encore énervés, mais ça va commencer. Du coup, Delphine a été parentifiée dans son enfance. À 18 ans, elle rencontre Cédric. Leurs caractères sont aux antipodes. Ne pensez pas que ce qui l'attire, c'est cette opposition. Elle incarne pour elle un souffle de vie. C'est tout ce qu'il n'est pas. Oui, dit l'expert, ok. Mais ce qui l'a séduit au début, ça fatigue à la longue. À la longue, il lui fait honte en public. Elle dit que c'est comme si j'avais un troisième enfant. La plupart des femmes disent ça de leur mari. Je suis pas étonnée. Je suis pas étonnée. Du coup, cela prend forme dans son manque d'assurance. Elle a honte de son quotidien. Ok, l'avocat de Cédric. Donc sur la fin, elle cherche plutôt un homme viril, capable de prendre des décisions, qui sait ce qu'il veut. L'expert répond, ça tient surtout quand la question de fiabilité nuance l'expert sur la question de la fiabilité. Il est question d'un homme présent, ancré.
Donc voilà, donc là, l'avocat de Cédric, il nous parle de virilité. Ouais, mais attends, mais Delphine, en fait, elle voulait un homme viril, nanana. Et c'est vrai que ouais, c'est une question comme il le dit, de fiabilité, d'être là, quoi. D'être là. C'est pas tout d'être là, il faut vraiment être là dans le quotidien, avec les enfants, dans le foyer. Et c'est vrai que même elle devait s'occuper, j'imagine, de tout le foyer. Lui, il avait des travaux à faire qu'il faisait même pas, donc forcément. Je la comprends. Je t'ai découvert aujourd'hui, je suis fou amoureux de toi, c'est grave. En une journée, frère. Doucement, doucement. Calme-toi. Fais la queue, il y a toute la team qui attend, quoi. Non, je rigole, merci beaucoup, vous êtes gentil. Justement, il a dominé tellement qu'il pouvait ne rien foutre et continuer. Merci, Strola. Merci. Merci. C'est exactement ça. Je vais vite aller vider mon tiroir. Mademoiselle, si tu as des jouets sexuels, sache qu'en cas de meurtre, personne ici ne prendra ta défense. Personne. Et sur les plateaux de télé, on dira, mais regardez, un petit jouet rose là, hein, c'est quoi ça? Allez, au cachot. J'ai jamais compris pourquoi les avocats des mecs qui tuent leurs femmes sont des femmes. Ah, Maître Franck, c'est une femme? Ouais, c'est Emmanuel avec deux L, donc ouais, j'avais pas tilté. Ok. T'as jamais compris? Moi, je te l'explique. C'est très simple. C'est un choix stratégique. Il est accusé d'avoir tué une femme. Les féministes sont énervées. Les femmes sont énervées. Il y a un problème de féminicide et de violence conjugale dans notre pays. Bah, tu choisis une femme, comme ça passe bien. Eh oui. Allez, les amis, on continue. Du coup, elle avait besoin d'un homme viril, non, elle avait besoin d'un homme présent et ancré. Du coup, Maître Franck. Donc, en fait, Maître Franck, c'est Emmanuel Franck, donc c'est une femme. Ok. Delphine Jobinard avait un rituel. Lorsqu'elle travaillait le soir à l'hôpital, elle appelait Cédric en visio pour parler à son fils. Sa collègue disait qu'elle le faisait moins sur la fin. Oui. Ok. Donc là, en fait, elle essaye de dépeindre l'avocate de Cédric, de dépeindre Delphine comme quelqu'un. Maintenant, elle a un amant, elle calcule plus trop son fils, etc. Mais après, c'est normal que vers la fin, elle arrête d'appeler Cédric pour parler à son fils, mais parce qu'elle doit passer par Cédric. Ça me surprend pas. Et je me demande si lui faisait la même chose. Quand il allait s'enfiler des joints au village. Allez, on continue. Maître Franck cite aussi la directrice de la Crèce qui dit que Delphine était détachée sur la fin de son rôle de mère. Ah, ils vont commencer à la dépeindre comme une mauvaise mère. Voilà. Nous y est, les amis. Nous y est. Nous y est. Elle évoque une histoire de lait pas bien congelé, de poussettes trempées, d'une odeur de tabac sur sa fille. La directrice note que Delphine était maquillée. Oh, sacrilège! Sacrilège! Elle a mis du gloss. Putain. Les amis, je mets du gloss là. Ah, si jamais je meurs, si jamais on me tue, si jamais il y a un petit meurtre de ma personne, ne faites aucune recherche, ne me défendez pas, j'ai mis du gloss, je suis maquillée, donc je suis indéfendable. Indéfendable. Monsieur le juge, ne condamnez pas le meurtrier. Elle était maquillée. Non, elle était maquillée. C'est une grosse Tana. Là, c'est ce qu'ils essaient de dire. C'est la plus grosse des Tana. Delphine se maquillait, vers la fin, ça y est. Elle voulait faire quoi, en fait? Elle voulait plaire, hein? Oh, c'est ça, elle voulait plaire, hein? Maintenant qu'elle était plus avec son Cédric, là. C'est ça. Lingerie, jouets sexuels, maquillage, si vous faites ça, vous méritez de disparaître et dans l'ignorance la plus totale, Lulu. La plus totale. L'ignorance, pardon, excusez-moi, et le mépris. Oui. Parce que vous avez osé prendre soin de vous, être un peu coquette, avoir de la lingerie, et pire, prendre du plaisir sexuel, ça, c'est l'apothéose. Quand je vous dis que les femmes et les hommes, ils sont pas traités pareil. C'est un truc, et c'est dans ce genre d'affaires, et ça me tue vraiment qu'on parle comme ça d'une femme, putain, elle a disparu. Et on est en train de s'attarder sur des détails qui n'en sont pas, qui n'ont aucune importance. Mais on le fait juste pour montrer que c'était une femme qui ça y est, en fait. C'était devenue une grosse pute. Elle s'occupait plus de ses enfants. Alors que non, juste elle appelait moins son futur ex-mari pour parler à son fils, et juste parce qu'elle se maquillait et qu'elle était un petit peu coquette. Voilà. Ça veut dire surtout qu'elle se sentait mieux. Oui, mais elle n'a pas le droit. Elle ne peut pas se sentir mieux. En tant que femme, tu ne peux pas. Si ce que tu fais là, t'as pas besoin de te maquiller pour te sentir mieux. Hein? Pourquoi tu le fais? Pour être une pute. Voilà. Problème réglé. Maître Reddington, c'est une fraîcheur. Ah, j'aurais pas pu être avocate, les amis. C'était ma vocation, hein, mais j'aurais pas pu. Vraiment.
J'aurais pas pu. Défendre un... Bref, allez, continue. Pour Gisèle Pellico, c'était la même. Oh mon Dieu, elle faisait des photos olé olé avec son mari. Avec son mari, frère. Son mari. Allô, ils se sont mariés devant le portrait de... J'allais dire de Macron, mais non, c'était qui à l'époque? C'était Jacques Chirac. C'est de la folie, quoi. C'est de la folie. Elle avait une vie sexuelle. Oh, waouh. Elle mérite la mort. Mais en fait, vous avez pas vu qu'il y avait des preuves qu'elle avait des relations sexuelles? Il y a ses enfants sur le banc des, hein, des parties civiles. Faire la révolution. Ouais, j'attends que ça. Allez, on continue. Du coup, Delphine était maquillée, sacrilège. Je ne dis pas que Delphine était une mauvaise mère. Ah, son mari lui-même dit qu'elle était une bonne mère. Ah, mais simplement, c'est comme si elle n'était déjà plus là. Mais laissez partir cette femme. Mais oui, laisse-la partir. Laisse-la. C'est la loi du genre aux assises. Celle qui a disparu est parfaite et celui qui a accusé a tous les défauts, dit maître Alexandre Martin. Mais alors, pour le coup, pas du tout, c'est tout le contraire qui se passe. Celle qui a disparu avait tous les défauts et celui qui est accusé est parfait. C'est ce que vous essayez de faire, messieurs, dames les avocats. On continue. Maître Alexandre Martin poursuit sur la question de la soumission. Delphine était indépendante financièrement, elle travaillait. Oui. Bien, je n'ai pas d'autres questions là-dessus. Ok. Oui, mais s'il ponctionnait tout son salaire dans la maison, dans les enfants et dans lui-même, lui-même il a dit qu'il prenait dans le compte des enfants. Donc indépendante financièrement, hein, il comptait quand même pas mal sur elle. Hein. Maître Alexandre Martin, qui dit Cédric, est-ce qu'il est une grande gueule Est-ce qu'il est, pardon, une grande gueule? Il agace tout le monde. Pour autant, elle l'aime, contre l'avis de tout le monde. Oui, répond l'expert. Ils se rencontrent en 2005, mais ils ne se marient qu'en 2013, donc il n'y a pas de précipitation. Donc les décisions sont prises avec réflexion. Delphine s'accrochait pour vivre cette relation avec Cédric. Delphine avait peur aussi, besoin de s'accrocher effectivement à quelqu'un, nuance l'expert. Avec le temps, une ligne de faille se dessine. Delphine grandit, devient une femme, tandis que Cédric reste bloqué en 2005. Un adolescent attardé. L'expert admet, il y a une dissonance dans le couple. Mais très bien. Allez voir un psy. Maître Martin. Elle le rencontre à 18 ans, c'est son premier partenaire sexuel. Je ne sais pas, répond l'expert. À un moment, elle veut découvrir autre chose, et c'est bien humain, à une trentaine d'années sur la sexualité. Elle voulait s'ouvrir, prendre son indépendance, répond l'expert. Maître Martin rappelle que Delphine Jubilard était inscrite sur un site de rencontres extra-conjugales. Ah, ça existe. Je veux sortir de la caricature qui est faite, qu'elle cherchait à fuir l'enfer dans lequel elle vivait. Ok. Maître, mais après, bon, elle s'est séparée de lui, c'est bon, elle fait ce qu'elle veut. Bah, bref. On a lu longuement les propos de la directrice de la crèche sur les supposées négligences de Delphine, attribuées à la mère. A-t-elle aussi parlé de l'investissement de Cédric Jubilard? Elle l'a très peu vu. Oui, elle l'a vu 2 fois en 8 mois. C'est la mère qui travaille de nuit, qui emmène l'enfant à la crèche, conclut Maître Rongier. La défense répond que c'est lié à l'emploi du temps de Cédric Jubilard qui travaille le matin. On entend maintenant Stéphanie, la sœur aînée de Delphine Jubilard, née à Hossaguel. Partagez-vous ce qui a été dit, demande l'expert. Non, pardon. Partagez-vous ce qui a été dit par l'expert, demande la présidente. La sœur aînée élève les 2 enfants, c'est elle qui élève les 2 enfants de Delphine, ok, aux côtés des siens. Ils évoluent bien, ils sont tous les 2 scolarisés, ils sont bons élèves, ben c'est rassurant. Ils font de la danse, du rugby. Louis, le fils, a toujours eu du mal à répondre au courrier de Monsieur Jubilard. Putain, compréhension fois 1000, empathie fois 1000. La disparition de ma sœur a changé ma vie. Avec l'arrivée de ses enfants dans ma tribu, la médiatisation est aussi difficile à gérer, dit la sœur de Delphine. Question d'un avocat des parties civiles. Le comportement médiatique de Cédric Jubilard vous a-t-il causé de la douleur? Oui, qu'il s'affiche avec d'autres compagnes après la disparition de ma sœur, c'était insultant. Maître Malika Chmani, avocate des 2 enfants de Delphine Jubilard, demande combien de lettres de leur père ont reçu les enfants depuis 2021? Moins de 10. Ok. Son fils Louis voudrait un endroit pour pouvoir se recueillir sur les lieux où reposerait sa mère. Forcément, c'est compliqué, dit Stéphanie, la sœur de Delphine. Ah, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur, là. En gros, là, leur fils, ce qu'il voudrait, c'est savoir où repose sa mère pour pouvoir aller se recueillir là-bas. Continue. Putain, je vous jure, ça me brise le cœur. Parce que là, je me mets aussi à la place du père. Et enfin, je sais pas, normalement, t'entends ce discours-là de la part de ton fils. Tu fais en sorte de... Ouais. Si tu sais, tu dis.
Bref. On entend maintenant le frère de... Ça donne la chair de poule. Ouais, franchement, comment il a pu garder le silence après avoir entendu tout ça? Je sais pas. Je sais pas, et en plus... Vous voyez là, la réflexion du fils, le sentiment du fils, l'envie du fils de pouvoir se recueillir là où reposerait sa mère, c'est une... c'est un sentiment humain, normal. C'est un sentiment normal. Et Cédric, il a jamais exprimé ça. C'est pour ça que on le voit comme coupable, ou du moins insensible, même s'il n'est pas coupable. Parce que normalement, tu es censé vouloir te recueillir. Je vous ai dit, il n'y a pas longtemps, j'ai perdu quelqu'un, et je vous jure, tout le monde me disait, quand tu vas l'enterrer, tu vas ressentir un soulagement. La douleur est là, la tristesse est là, c'est dur tous les jours, mais le fait de l'enterrer, ça va changer quelque chose, ça va enlever d'un poids. Et je vous jure que c'était vrai. Je vous jure, il y a un poids qui s'est enlevé. Dès qu'on l'a mis sous terre, il y a quelque chose qui a un poids qui s'est libéré, quoi. Pauvre gamin qui va devoir en plus expliquer à sa petite sœur que leur papa a tué leur maman, il mérite la mort. Je sais pas s'il mérite la mort, moi je suis contre la peine de mort, mais j'aimerais tellement que s'il sait quelque chose, il parle. Juste ça, quoi. Et même, je pense pas que le fait que, par exemple, leur père, demain, il est condamné à mort, bon, c'est pas le cas en France, mais demain, ton père est condamné à mort, même s'il est coupable d'avoir tué ta mère, ça, forcément, c'est pas quelque chose qui va te plaire, quoi. Ça, c'est pas joyeux. Ça fait partie du deuil. Mais oui, je pense, psychologiquement, de se dire déjà, tu sais où est le corps, tu sais où est la personne. Mais en plus, le fait de l'enterrer, ça vient sceller quelque chose. En fait, le fait de voir la terre qui vient sur la tombe, ça vient comme sceller quelque chose, comme le rendre réel. Sinon, il est là, il se promène sur un brancard, il est un peu ici, un peu là, attendez, on va voir, on va faire l'autopsie, on va truc. Mais vraiment, c'est pour ça que, ouais, c'est important. Nous, on a dispersé les cendres de ma mère dans la nature, mais du coup, on n'a pas un lieu fixe pour se recueillir. Ah, je comprends aussi. Je comprends. Ah, tu vois, j'avais pas pensé à cette... aux personnes qui se faisaient incinérer. Je l'ai jamais vécu, ça, par contre. Donc, je sais si c'est possible que, du coup, tu ne puisses pas forcément avoir ce lieu-là, et c'est plus compliqué. Il sait très bien. 17 fois, il s'est rendu à cet endroit non fouillé au milieu de nulle part. Ah, j'ai pas encore les infos. Merci beaucoup pour le super chat, Loli. Merci. Sur YouTube, merci. Jamais souhaiter la mort de quelqu'un, même s'il est condamné, le max qu'il prendra, c'est 30 ans. Après, moi, personnellement, je suis contre la peine de mort. Pour des raisons que vous connaissez. Mais j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que ouais, je suis pas... même pour quelqu'un qui a fait quelque chose d'horrible, je sais pas, je me dis, je pourrais pas prendre la décision d'enlever la vie de quelqu'un, même par vengeance, etc. Moi, après, j'ai pas un esprit vengeur ou... Enfin, je sais pas, c'est pas aligné avec ce que je pense de la vie humaine, quoi. Et même, je suis pas pour le œil pour œil, dent pour dent. Je pense que pour pouvoir briser le cycle de la haine, de la violence, de la mort, il faut que quelqu'un prenne la décision de briser ce cycle, et ça demande un courage énorme. C'est plus courageux et ça demande plus de force mentale de prendre sur soi et de casser ce cycle plutôt que de le perpétuer, quoi. La mort d'un assassin ne ramène pas la victime à la vie. C'est vrai aussi. C'est très joliment dit. C'est très, très joliment dit. Très intéressant. Merci beaucoup. Allez, on continue. Vous êtes des amours, je vous jure. Putain, je suis contente de lire tout ça avec vous. En vrai, je vous jure, c'est pas des sujets faciles. Hein. C'est vraiment pas des sujets faciles. Et puis, en plus, moi, quand ça touche les enfants, c'est... Ouais. Et là, encore, d'autant plus, ça touche la mort et le deuil. Et forcément, ça me touche. Parce que je me dis, ouais, à sa place, je sais pas. Déjà que même quand tu l'enterres et que t'es soulagé de savoir où tu peux te recueillir, même comme ça, c'est dur. Alors sans, franchement, j'imagine même pas. J'imagine même pas.
Allez, on continue. On entend maintenant le frère de Delphine. Un avocat partie civile essaye de le faire parler de sa sœur. C'était une femme solaire, courageuse? Oui. C'était une femme dont le rayonnement était tourné vers les autres? Exactement. On entend maintenant Mathieu, un autre frère de Delphine. Je suis d'accord avec ce qu'a dit l'expert et ce qu'ont dit Stéphanie et Sébastien, donc frère et sœur. On apprend que Delphine l'a aidé financièrement pendant ses études et qu'elle s'est portée caution pour son premier appart. On entend difficilement l'administratrice ad hoc des enfants du couple Jubilard. Louis est un petit garçon taiseux, il parle peu de sa vie d'avant. Dans les premiers temps, il a pu dire que sa maman était gentille et son papa aussi. Il a un discours lisse, tout le monde est gentil. Les enfants connaissent l'existence de Delphine, ils l'appellent maman. Oh, putain. Je vous ai dit, les enfants, c'est pas facile. Hein. Il appelle leur oncle et tante, papa et maman, mais ils savent... Ah, putain. Putain, je vous jure, c'est horrible. Et en fait, là, je suis en train de penser à Cédric hier, qui était en train de jubiler, en train de sourire, en train de rire, en train de clamer son innocence, et pas une seule seconde à passer un message, ne serait-ce qu'à ses enfants qui vivent ça, quoi. En plus, je suis en période prémenstruelle, je vous dis pas mes hormones, là. Merci pour les cœurs, vous êtes des amours, mais franchement, c'est horrible. C'est horrible. Vous voyez, c'est dans les petits détails comme ça, où tu rentres un peu dans l'intimité, dans le détail de ce que vivent les gens, et que tu te dis, putain, c'est horrible. C'est horrible. Pleure pas, mais je suis obligée de pleurer, c'est pour réguler mes émotions. En plus, je suis en syndrome prémenstruel, là, donc je suis empathique, ça se ressent, puis pas... Surtout les enfants. Les enfants, vraiment, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. Allez, regardez, on sèche. Attendez, regardez. Ibiza. Ibiza. Super hôtel, le Hyde. Je vous conseille. J'ai chialé tout à l'heure avec les hormones en chute. Ouais, moi aussi, là, je crois que c'est la progestérone qui chute. Ah, c'est horrible. Putain, j'en peux plus. Mais putain, il n'y a pas des scientifiques dans mon live, là, trouvez-nous, s'il vous plaît. Des manières de réguler nos hormones, j'en peux plus. La pilule, ça marche pas, ça me les bousille. Je suis dans cet état, mais par contre, tout le mois, c'est horrible. Ah, putain. Moi aussi, on est synchro. Mais parce qu'on traîne trop ensemble, les amis. Nos règles se synchronisent. Ça, par contre, c'est vrai, scientifiquement, c'est prouvé. Pauvre gamin, ça fond le cœur alors que l'autre, il se croit dans une série Netflix. C'est ça, en fait. C'est exactement ça, le loup. C'est un truc de ouf. Il est là, il fait la star, etc. Frérot, tes enfants. Ils sont obligés d'appeler l'oncle et la tata, et ils l'appellent papa et maman. Qu'est-ce qui se passe? Le sport. Oui, Claire. J'ai repris le yoga en plus. Bien. Et bien la marche aussi. Ça me fait beaucoup de bien. Mais bon, il fallait pas me mettre devant des enfants qui cherchent leur maman en l'appelant maman. Voilà, bref. Il a dit qu'il avait commis le crime parfait. Mais oui, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas. Même, ne serait-ce que pour... Tu sais quoi, t'as commis le crime parfait? GG, bravo à toi. Applaudis-toi en discrétion et pense à tes enfants qui vont lire et voir tout ça, même plus grands, et ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Osagel est le nom de jeune fille de Delphine. Ah, mais je crois que c'était un village, moi. Merci beaucoup, Marie-Josée, je savais pas. Mais tu vois, tu m'apprends un truc, je savais pas. En plus, je croyais qu'elle était née là-bas, quoi. Née Osagel, parce que... Osagel, pardon. Osagel. Ah voilà, mais tu m'as fait rire. Yoga en cours collectif, pas du tout. Chez moi. Merci beaucoup pour le sub. Loya, merci beaucoup. J'ai raté quoi du début? Tu verras la rediff. Je la remettrai sur YouTube, t'inquiète pas. Merci beaucoup pour ton sub. 4e mois, 4 mois avec nous. Incroyable. Incroyable, merci beaucoup. Allez, on continue. Du coup, donc, ils connaissent l'existence de leur maman. Ils sont bien entourés. Ils ont une famille aimante. Putain, c'est rassurant. Qui les protège de la presse et ce sont des bons élèves. La petite fille, il n'y a pas son prénom, que qui avait 18 mois quand Delphine a disparu, a des problèmes d'endormissement. Elle dit qu'elle pense à sa maman. Là, je retiens. Allez. Dernièrement, elle a reçu un cadeau, une baguette magique, et avec ses mots d'enfant, elle a dit « Abracadabra pour qu'elle revienne ». Bon, en fait, là, ils veulent nous tuer, quoi. Là, ils veulent qu'on... Hein,
Ah, je suis désolée. Putain, la vidéo sur YouTube, elle va être longue et elle est vraiment en train de chialer dans vos oreilles, ceux qui m'écoutent en podcast. Je suis désolée. Mais franchement, Vous voyez, les petits détails comme ça, là, moi, ça me tue. Ça me tue. La pauvre, putain. En plus, elle avait 18 mois. 18 mois, elle a encore besoin. Enfin, on a toujours besoin de sa maman en soi, mais à 18 mois, t'es pas sevré. Je sais pas comment on dit pour les êtres humains, là, je pense aux chats. Elle s'appelle Elia, d'accord. On pleure ensemble, Pipa. Mais merci de pleurer avec moi. Franchement, c'est une horreur. Oh là là, putain, les histoires comme ça, moi, je peux pas. Bon, peut-être que demain, on fera une pause, les amis. J'avoue, je sais pas comment tu peux pas avoir les larmes aux yeux quand ta fille dit ça. Mais je me demande quelle a été sa réaction. En plus, normalement, il y a les caméras. Donc, est-ce qu'ils ont filmé le moment pour voir est-ce qu'il était comme ça? Trop content, t'as une baguette magique, espèce de moldu, ou qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Faut vraiment que les enfants changent de nom, car à l'école, chaque jour, être appelé Jubilard sur les carnets scolaires et tout, ça dégoûte. C'est vrai, ils peuvent peut-être prendre le nom Osagel, le nom de leur mère, hein, peut-être. Sois pas désolée d'être humaine. Ouais, non, mais je sais, mais je suis en train de renifler dans vos oreilles. Ça peut être un petit peu désagréable, hein. Je pense à votre expérience de spectateur. Mais bien sûr, de toute façon, vous savez, je peux pas retenir mes émotions, c'est comme ça. Allez, on continue. Du coup, elle dit abracadabra pour qu'elle apparaisse devant elle. Elia a dit qu'elle aurait aimé dire à son papa, si elle était venue à l'audience, qu'elle l'aime, et aussi sa mère, et aussi si sa mère est vivante. Ah, mais chaque phrase va me faire pleurer ou quoi? Donc là, la petite, elle a fait passer un message. Lui, il a pas fait passer de message, hein, le Cédric. Mais elle a fait passer un message à son père pour dire qu'elle l'aime et pour lui demander si sa maman, elle est vivante. Je dis ça, je dirais... Franchement, ça me vénère, vous savez même pas comment. Il s'en fout de ses enfants, il s'en fout de sa femme. Ben écoutez, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? On continue. Louis, qui a 11 ans aujourd'hui, se dit convaincu de la responsabilité de son père et du décès de sa mère. Il voudrait juste qu'on lui dise où elle se trouve. Maître Martin, en défense. Vous avez un rôle bien difficile de représenter ces deux enfants, dit-il à l'administratrice. Que savent-ils, que leur a-t-on dit? Que papa est en prison car il est accusé d'avoir tué maman? Louis dit que les gendarmes pensent que papa n'a pas tout dit. Ok? Que représente la prison pour un enfant? Qui mettons en prison dans leur imaginaire? Les méchants? Louis ne m'a jamais dit ça. L'avocat encore. Vos avocats ne cessent de dire que Cédric Jubilard est coupable. C'est votre position. Oui, c'est ma position, dit l'administratrice. Pardon, putain, je commence à fatiguer. Maître Franck, en défense. Pardon, madame, je fais peu de procédures avec des enfants. Je pensais que vous aviez un devoir de neutralité. Il se peut que ce qui se joue ici, c'est que les avocats des enfants pourraient demander le retrait de l'autorité parentale de Cédric Jubilard et que la défense l'anticipe. Bah, s'il est condamné, bien sûr qu'on va lui retirer l'autorité parentale. Manquerait plus que ça. L'intervention de Maître Chmani, avocate des enfants, elle dit « La protection des enfants, c'est jusqu'au bout, c'est-à-dire leur reconnaître un statut de victime. » C'est vrai. Ok, l'audience reprend avec plusieurs auditions de gendarmes cet après-midi. On commence par une primo-intervenante qui est venue au domicile du couple Jubilard le 16 décembre 2020, quand Cédric avait appelé. On reprend du coup. Le gendarme relate l'arrivée au domicile du couple Jubilard le 16 décembre. Avant 5h du matin, elle monte un escalier de fortune fait de parpaings posés au sol. Cédric Jubilard lui ouvre en chaussettes, vêtu d'un pyjama panda. Il tente à de très nombreuses reprises de joindre son épouse. Il appuie frénétiquement sur la touche appel, dit le gendarme. Moi-même, je l'appelle parce que je me dis que peut-être elle ne veut pas lui répondre à lui. Ok. Nous constatons un désordre et un manque d'entretien important dans la maison. Dans la salle de bain, les nombreux objets entassés rendent l'accès à la pièce difficile. Ah ouais, carrément. À la pièce difficile. Monsieur Jubilard pleure et dit « Qu'est-ce que je vais faire maintenant qu'elle n'est plus là ?» Ah, il a pleuré! Ah, ça, je savais pas. Ok. Malgré le désordre et la saleté dans la maison, Cédric Jubilard demande aux gendarmes d'enlever leurs chaussures. Ce qu'ils refusent. J'ai trouvé ça farfelu, dit la maréchale de logis-chef à la barre. Mais putain, je voulais couper le micro pour pas que vous entendiez, et vas-y, c'est pas grave. Allez, vous avez entendu l'Arnouna et tout. De toute façon, on partage tout entre nous. Les larmes, l'Arnouna, il y a tous les fluides. Enfin, pas tous, attention, calme-toi. Allez, on continue. Question d'un avocat de la partie civile. Monsieur Jubilard, vous a-t-il dit combien de temps il avait cherché sa femme avant de vous appeler?
Il nous a dit s'être réveillé à 3h45. Il a appelé la gendarmerie à 4h10. Ok, donc 25 minutes après. Il vous a dit s'il était sorti chercher sa voiture. Il n'en a pas parlé. Vous a-t-il dit avoir son téléphone portable? Il n'en a pas fait mention. Maître Emmanuel Franck, en défense, contre-attaque. Mon excellent confrère vous dit mais cet homme n'a pas cherché sa voiture. Or, dans l'appel passé à la gendarmerie avant votre arrivée, qui est enregistré, il dit que la voiture est bien garée dans la rue. Concernant votre appel à Madame S, l'amie proche de Delphine, qui vous a donné son nom et son numéro de téléphone, son nom et son numéro de téléphone, Monsieur Jubilard. Merci. Lors d'une audition, vous dites que Delphine avait l'habitude de vivre la nuit à cause de son travail et qu'il lui est arrivé régulièrement de se balader seule la nuit. Et c'est Madame S qui vous a dit ça. Vous ne l'avez pas inventé. Je ne sais plus. Je comprends que vous ne vous souvenez pas de tout 5 ans après. Vous n'avez pas lu vos auditions avant de venir? Oui. Et vous ne vous souvenez pas avoir dit ça? Pas dans les détails. C'est dommage car c'était un élément à décharge. Je ne vous pose pas de questions sur la condensation relevée sur les vitres du véhicule, indiquant une possible présence humaine un peu avant, parce qu'on aura des experts et des discussions tout à fait passionnantes pour savoir si ce sont des gouttes, de la buée ou de la rosée. C'est vrai que ça, comment tu le détermines? Maître Martin en défense interroge la gendarme sur l'attitude de Cédric à ce moment, ces oscillations entre calme et agitation. En situation de stress, les personnes peuvent avoir des comportements très différents. Calme, agité, en colère, ça ne m'a pas interpellé. Une deuxième gendarme vient déposer également primo-intervenante, donc celles qui sont arrivées en premier sur la maison, le binôme de celle qui vient de sortir, c'est la binôme de celle qui vient de sortir, elle a 30 ans. La gendarme livre à peu près le même récit que sa collègue, elle précise avoir vu des draps sur le canapé du salon. J'ai pensé que le couple faisait chambre à part, ce qui était logique vu qu'ils étaient en instance de séparation. J'aimerais rappeler le contexte de cette intervention au domicile d'un couple en instance de divorce. Peut-être pour être intervenu dans des contextes semblables, généralement celui qui est parti en pleine nuit finit par revenir, conclut la gendarme. Un des avocats de la partie civile dit « Il y a un débat sur la possible présence d'une camionnette près de la voiture de Delphine. Pourquoi vous ne l'avez pas vu? Vous ne vous y êtes pas intéressé? J'étais focalisé sur le véhicule de Madame Jubilard. Vous avez normalement tous vos sens en alerte quand vous êtes entré dans cette maison. Avez-vous été alerté par une odeur particulière? Non. Ils ont 2 gros chiens. Avez-vous senti une odeur d'urine de chien? Non. L'avocat pose cette question car Cédric Jubilard a lavé des draps ce matin-là. Il lance une machine vers 4h du matin. Il affirme que c'était parce que les chiens avaient uriné sur ses draps. Maître Franck lui demande, comme à l'autre gendarme, si elle se souvient de l'appel passé à l'amie de Delphine, donc Madame S, où elle leur a dit qu'elle avait l'habitude de se promener seule la nuit. Réponse, non, elle ne se souvient pas. Ok. Mais pourtant, vous le dites sur le procès verbal, vous ne vous souvenez pas de cet élément à décharge, vous ne jugez pas utile de nous le dire. Est-ce que vous vous êtes briefé avant de venir nous voir? Qui vous aide à préparer votre déposition? Maître Martin en défense dit « Qui vous donne vos dépositions? Vous ne les trimballez pas dans vos sacs depuis 5 ans. » La jeune gendarme est bredouille. Donc vous avez récupéré vos dépositions auprès des enquêteurs et donc vous commettez les mêmes erreurs que votre collègue. Les avocats de Cédric Jubilard insinuent là que les enquêteurs du dossier, pour défendre leur enquête, préparaient les témoins gendarmes à venir déposer en écartant les éléments à décharge. Ah mince, elle doit suspendre ce live tweet. Attendez. Elle nous redirige vers un autre confrère, le nouveau détective qu'il s'appelle. Quand la patrouille se rend sur place, elle se rend à 5h20, je me rends sur place. En arrivant, je constate la présence d'une lampe frontale sur la table. Une lampe frontale? Pardon, je sais plus parler. Les gendarmes, quand ils arrivent, il avait une lampe frontale sur la table. Lampe frontale, là. Hein? Pour marcher en forêt, par exemple. C'est pas anodin de l'avoir sur la table, ça. J'indique à Cédric Jubilard que sa femme a oublié sa lampe. Il dit qu'elle s'éclaire avec son téléphone portable. Donc c'est la tienne. La présidente demande, y avait-il un véhicule plus volumineux ah, ça y est, c'est la fin des haricots, là. Volumineux à côté de celui de Madame Jubilard? Pas du tout, j'étais focalisé sur le véhicule sans regarder s'il pouvait y en avoir un autre à l'arrière. Et pour information, ce fourgon blanc serait celui d'un voisin qui dit s'être garé derrière la voiture de Delphine le soir précédent la disparition. Ce fourgon photographié lors de la reconstitution est très visible. Un autre gendarme arrive dans la salle des témoins. À la fin de cette audience, on aurait fait connaissance avec tous les gendarmes du Tarn. Ce gendarme a été affecté à Cagnac-les-Mines, c'est lui qui a pris la suite des investigations.
Ok, donc lui, il n'était pas venu sur place. Après avoir reçu le compte-rendu des équipes de la nuit, je préviens le procureur d'Albi qui ouvre une enquête pour information inquiétante. J'appelle la clinique où travaille Delphine pour vérifier qu'elle n'était pas présente. On me dit qu'elle est en congé. Ses collègues de boulot disent qu'elle n'est pas suicidaire, mais disent qu'elle utilise beaucoup son téléphone et soupçonnent qu'elle puisse avoir un amant. J'appelle certaines de ses copines. J'apprends que 4 jours avant les faits, là c'est le gendarme qui parle, elle est partie avec un ami voir un véhicule dans un département voisin. Je récupère une photo de ce véhicule. Il est encore au garage. Il a été réservé par un couple. Attends. Elle est partie voir avec un ami un véhicule dans un département voisin. Le véhicule en question a été réservé par un couple. Mais est-ce que c'est un autre couple ou c'est ces deux personnes qui sont arrivées au garage, se soi-disant amis, comme un couple? L'amant, il faut qu'on s'y intéresse, les amis. On continue. Le gendarme me donne le numéro de l'homme en question, je l'appelle. Je lui demande s'il connaît Madame Jubilard. Il me dit que oui, qu'il a une relation amicale avec elle. Ah, du coup, il a appelé après, ok. Je lui dis qu'elle a disparu. Il est d'abord détaché. Je lui dis qu'une trentaine de gendarmes la cherchent et que nous sommes inquiets. Il me dit que lui aussi est inquiet car il n'a plus de nouvelles depuis 23 heures. Nous apprenons qu'il est l'amant de Cédric. Il s'est trompé, je crois, non? Il voulait dire de Delphine. Nous apprenons qu'il est l'amant de... Attends, elle a pas pu partir avec... Bon, déjà, en plus, lui, il est pas homosexuel, le Cédric. Je pense qu'il s'est trompé. Je pense, oui, c'est l'amant de Delphine. Il s'est trompé. Non, mais frérot. En plus, ça n'a pas de sens. Elle serait pas partie, elle, avec l'amant de Cédric pour aller chercher un véhicule. Non, ça n'a pas de sens. Ok, non, mais il s'est trompé. Le twist de malade, de fou. Non, c'est bon. Il s'est trompé. Le nouveau détective. On sait que t'es nouveau. Donc, c'est son nom sur Twitter. On sait que t'es nouveau, donc on t'en veut pas. Y a pas de souci, ok? Tu nous as juste fait une petite rayure, ok? Mais donc, attends. Ça veut dire, et ça, je le savais pas quand j'ai fait ma vidéo sur l'affaire Jubilard. J'avais dit qu'en gros, ils préparaient pour partir, etc. Qu'ils avaient commandé une bouteille de champagne, une caisse de champagne, pardon, mais on ne savait pas s'il était... s'ils s'étaient vus. Ils étaient censés jamais... Normalement, ils se sont jamais vus. Donc là, je comprends pas cette information. À Cagnac, des drones, des chiens et des battus se lancent dans les recherches. Aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve de vie de Delphine Jubilard. Maître Franck en défense. Vous avez relaté que le matin du 16 décembre, vous remontiez la piste du véhicule qu'elle était allée voir avec son amant. Oui, en milieu de matinée. Il dit qu'il entretient une relation amicale. Oui. Votre adjoint écrit « Ce jour, en début d'après-midi, nous recevons un appel téléphonique d'une personne se présentant comme la compagne de Monsieur M, l'amant de Delphine. » Attends, mais quoi? La compagne de l'amant, parce que lui aussi, il était en couple, mais séparé. Elle a appelé les gendarmes en disant qu'elle est étonnée de la rapidité des moyens engagés par la gendarmerie dans cette enquête. Attends. Je pète mon crâne, là. En plus, je vous ai dit dans la vidéo, parce que je parle de toutes les théories possibles, et je vous ai donné une de mes théories qui était parce que, en fait, la veille... Non, pas la veille, 2 jours ou 3 jours avant, je me rappelle plus. Bref, quelques jours avant qu'elle ne disparaisse, la compagne, du coup, de l'amant de Delphine, putain c'est compliqué cette histoire, mais la compagne de l'amant de Delphine a envoyé un message à Delphine pour lui dire frérot, je suis encore là, enfin ma sœur, je suis encore là, je suis encore dans sa vie, donc s'il te plaît, lâche mon mec, ok? Et je vous ai dit, il y a un monde où le couple il est en bizarre. Il y a un monde où elle a peut-être vrillé parce qu'elle était jalouse. Est-ce que vous avez compris la théorie ou pas? Parce que là, en plus, il n'y a pas les noms des gens. Monsieur M, c'est l'amant. Donc M, mais comment on peut l'appeler? Marc, Mathieu? C'est un ménage à plusieurs qui a mal tourné, ça. Non mais attends. Là c'est fou. Mais même, imaginons qu'elle ait fait quelque chose. La compagne de l'amant. Ok? Comment tu peux appeler les gendarmes? Dans quel monde? Pour dire écoutez, monsieur le gendarme, je suis quand même étonné de votre rapidité, quoi. Ça va pas ou quoi? On fait notre travail, madame. Pourquoi vous êtes étonné? Vous avez quoi à cacher? Et depuis, elle est partie vivre à l'étranger, cette femme. Arrête, tu mens. J'ai pas compris ce que l'épouse a dit à la police. Elle a appelé la police pour dire pourquoi vous êtes aussi rapide dans cette enquête. Je suis étonnée de la rapidité des moyens engagés par la gendarmerie dans cette enquête. C'est ce qu'elle a dit.
Elle a dit qu'elle était OK pour trouver, mais de laisser le temps de trouver et de partir en montagne. Oui, elle a dit en gros, elle a dit calmos, je suis encore là. Mais elle a dit je suis encore là. Hein. Parce que lui aussi, il était en instance de séparation, c'est vrai. Mais elle a dit je suis encore là, arrêtez. Doucement, stop. Et Delphine lui avait répondu tu garderas toujours une place entre nous. Je sais pas si c'est pour la rassurer, mais bon, bref. Je comprends. Franchement, là, je suis choquée de cette information. Hein. Imaginons qu'elle avait des complices. Mais tout est possible, les amis. Tout est possible. Hein. Tout est possible. Je supposais qu'elle avait un bon alibi. Mais si les deux... Si, imaginons, la compagne a pété un câble, l'épouse a pété un câble, et que son mari la protège, du coup, ça le rend complice. Et du coup, ils vont dire « Ah non, non, mais on était à la maison, nous, on était PPR, là, on mangeait des frites, tout va bien. » Il y a trop moyen qu'elle sache quelque chose, la femme. À quelle heure tu appelles la gendarmerie pour dire « Arrêtez de faire votre travail trop vite. Doucement. » Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je suis choquée, je vous jure, je suis choquée. Je ne comprends pas. Ou c'est que moi, je suis folle. Mais Albi, en plus, leur alibi, c'est qu'ils ont leur téléphone qui bornait à Albi, c'est léger quand même, suffit de laisser son tel à la maison. Exactement. Si c'est ça, alors si c'est ça la preuve irréfutable qu'il les place à la maison ce soir-là, moi-même, alors putain, je dois commettre un crime, un délit, peu importe, mon téléphone, il va rester bien sagement à la maison. Hein. Bah, regardez, j'étais à la maison. Vous pouvez me localiser, tac, Apple, tout ça. Et tu sais, t'as un petit téléphone prépayé, au cas où, et même t'en prends même pas, tu vas commettre un crime, tu vas appeler qui? Mais du coup, Cédric serait innocent alors qu'il a l'air si coupable. Mais peut-être que c'est juste parce qu'il a un problème dans son cerveau, il comprend rien. Et bref, il ira faire des séances de psy. Mais je vous ai dit, les amis, il y a un monde, il y a une probabilité que Cédric Jubilard soit innocent. Moi, j'y pense, évidemment, et je vous l'ai dit hier, le premier jour du procès. C'est une probabilité que je n'exclus pas. Elle est toute petite, elle est extrêmement fine, parce que statistiquement, voilà. Mais la probabilité est là, et je voudrais pas qu'un innocent soit mis en prison. Dans tous les cas, son comportement, que ce soit envers les médias ou envers, encore plus et en premier, ses enfants et les proches de Delphine, je le trouve exécrable. Je trouve que c'est horrible la manière dont il se comporte. Mais il n'empêche que on ne peut pas le culpabiliser sur quelque chose qu'il n'a peut-être pas fait, ça non, mais je trouve que son comportement, vraiment, il est exécrable. Et surtout là, après avoir... carrément, j'ai pleuré, frère. Je peux pas, moi, avoir plus d'empathie pour tes enfants, alors que je les connais même pas. Et toi, c'est tes enfants, c'est la chair de ta chair, t'es là. Prenez-moi en photo, les caméras. Non. Non, la villa, ils avaient des caméras et le couple était bien chez eux et les volets fermés. Ok, mais après... Ok. C'est facile de payer des gens aussi, pour faire disparaître quelqu'un. Petite somme en liquide. C'est une théorie. C'est possible. J'aimerais beaucoup savoir combien de condamnations pour meurtre ont eu lieu en l'absence d'un cadavre depuis l'apparition des techniques modernes. Je ne connais rien à la justice. Mais d'ailleurs, dans la vidéo l'affaire Jubilard, le crime parfait, la première que j'ai postée, je vous parle d'une affaire. C'était l'affaire de Marc Machin. Il y avait le corps. Il y avait de l'ADN. Mais en fait, lui, il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. À force de l'harceler pendant une GAV, il a craqué, il a dit oui, c'est moi. Il s'est rétracté, mais c'était trop tard. Il a été condamné. Des années plus tard, le vrai coupable est venu, il a dit c'est moi qui ai tué la femme. C'est moi qui l'ai tuée et violée. C'est moi. Ils ont fait des tests ADN et c'était effectivement lui. Et du coup, c'est pour ça, en fait, quand il n'y a pas de cadavre, quand il n'y a pas de preuves irréfutables, déjà que pour moi, la prison, j'aimerais que ça n'existe pas, très honnêtement, si je dois vous parler clairement. Pour moi, la prison, c'est pas, ça n'aide pas forcément la société. Mais soit, notre société est comme ça, et c'est comme ça qu'on règle, entre guillemets, nos injustices, et c'est comme ça qu'on paye notre dette à la société. J'aimerais qu'il y ait un autre système, mais soit. Mais envoyer quelqu'un en prison alors qu'il n'y a pas de preuves irréfutables, pour moi, c'est pour ça que j'attendais beaucoup de ce procès, parce que je voulais les détails pour me faire mon propre avis. Ça sert à rien. Mais, enfin, ça sert à rien. Si. Mais moi, j'espère que vraiment, si on le condamne et qu'il est déclaré coupable, c'est parce que ça repose sur des preuves. Parce que si c'est pas le cas, regardez, on a une théorie qui est possible. Hein. Et moi, ça me ferait chier que quelqu'un soit envoyé en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Vraiment.
Quel scénario? Cédric n'a pas de fric. Non, mais quand je parlais de payer des gens, c'est le couple. Je parlais pas de Cédric, mais bien sûr que Cédric n'a pas de fric. Non, je parlais du couple. En plus, vous me dites villa, caméra de surveillance, il y avait des sous, hein. Cédric, il dit n'importe quoi pour se rendre intéressant et passer pour le bad boy. Bah, en fait, ça, c'est sûr que l'image qu'il a et le comportement qu'il a et l'attitude qu'il a, c'est déplorable, c'est horrible, c'est vraiment... Qu'est-ce que tu fais, frérot? Qu'est-ce que tu fais? Mais c'est pas sur ça qu'on doit baser notre avis sur sa culpabilité. On peut le juger, entre guillemets, en disant que c'est une personne qui est horrible, ça oui, mais l'envoyer en prison sur l'image qu'il renvoie et son comportement, bien qu'il soit horrible, il faut pas, quoi. À la fin, c'est l'intime conviction des jurés qui décident, ouais. Ah oui. Mais ils vont se baser sur tout ce qui va être dit. Hein. Mais c'est vrai que... Quand même, franchement, ça me ferait chier. Franchement, ça me ferait chier. Je vais pas vous mentir. Parce que de toute façon, même s'il va en prison, Delphine, ça va pas la ramener. Mais s'il va en prison sans preuve irréfutable... Bref. Dernier plot twist, Delphine est vivante et sous une autre identité en coloc. Oui, non, mais oui, avec Xavier Dupont de Ligonnès. Bon, celle-là, je l'ai pas sortie, mais j'ai sorti cette théorie sur ma vidéo. Il y a un monde où elle a pété son crâne et elle est partie. C'est possible. Même sans ses enfants, même sans tout. Enfin, je veux dire, des papas qui vont chercher du lait et qui reviennent jamais, il y en a beaucoup. Hein. Ça aussi, c'est possible. C'est impossible. Ils ont été très suspectés, l'amant et sa femme, mais mis hors de cause pendant l'enquête. Non, mais après, on spécule, les amis, hein, de toute façon. Mais je savais... En fait, j'avais pas cette info. Et de la voir, là, ça me... Hein, je pense pas que ce soit un crime parfait, juste que ces petits villages sont entourés d'anciennes mines, de forêts. Pour retrouver un corps, c'est très compliqué, sachant que Cédric était un enfant de cette région, il connaissait les recoins. Tu donnes de bons arguments. Allez, on continue, les amis. Non, par contre, on est en face... d'un gars qui s'en bat les couilles de ses enfants, a été violent avec sa femme, l'a utilisé, contrôlé, je vais te dire que s'il va en prison par erreur, je suis à la limite plus rassuré. Non mais après, évidemment les amis, attention, moi je parle vraiment de la culpabilité par rapport à son meurtre, parce que là c'est pour ça qu'il est jugé. Mais évidemment que tout ce qu'il y a autour, c'est condamnable aussi. Et je le condamne, et fermement. Et vous voyez bien comment je suis. Je laisse rien passer. Les genoux sur le Lego, les trucs, les machins. Sa femme, il était manipulateur envers elle. Il voulait qu'elle soit soumise. Elle était éteinte quand elle était avec lui. J'aurais été l'amie de Delphine. Je me serais embrouillée avec Cédric, ça c'est sûr et certain. Hein. J'aurais dû se casser bien comme il faut. Hein. Mais par contre, la culpabilité par rapport au meurtre, c'est ça qui est difficile à déterminer. Parce que sans preuve, évidemment qu'on a nous aussi nos convictions et notre avis. Et de toute façon, on est là pour il y en a plein qui étaient là. Pour moi, il est coupable. Et chacun a son avis. Et c'est très bien. Et même moi, peut-être que j'ai un avis, voilà. Mais je reste quand même mesurée dans le sens où, comme il y a cette probabilité, mais je la prends quand même. Elle est toute petite. Hein. Elle est comme ça. Genre, la proba que c'est lui, elle est là. Et la proba que c'est pas lui, elle est là. Il a détruit 2 enfants et une famille entière qu'il canne. Comme tant d'hommes avant lui. Ne vous mettez pas en couple. Ah là là. Bon, allez, on continue, les amis. On va pas pleurer, quoi. Bah, moi, voilà, s'il est condamné sans preuve irréfutable, ça me ferait un peu chier par rapport à notre justice et par rapport à comment on traite les affaires. Mais bon, comme vous avez dit, on va pas pleurer, quoi. Pas forcément pleurer. Et vraiment, en fait, moi, à sa place, je ferais un effort, quoi. Peut-être que c'est sa personnalité, mais fais un effort, frérot. Et franchement, juste pour les enfants. Juste ça. Juste pour les enfants. J'étais quasi sûre, mais tu m'as fait réfléchir et j'essaie de repartir à zéro et d'être objective. Après, vous pouvez avoir vos certitudes et vous pouvez avoir votre opinion. Et vous êtes là pour vous intéresser à cette affaire pour vous forger votre opinion. Et peut-être qu'elle sera différente de celle des jurés. Mais c'est vrai que moi, je veux vous le mettre dans la tête parce que c'est une réalité. Sans preuve, irréfutable, il y a une probabilité qu'il soit innocent. Et ça, il faut qu'on se le dise, quoi. Et de toute façon, je suis aussi, voilà. Moi, je suis sur les réseaux, là, je vous parle à tous, j'ai aussi une responsabilité, pas d'impartialité, parce que je suis absolument pas impartial, mais quand même, je suis obligée quand même de vous donner toutes les probas aussi, tu vois.
Il sera condamné sur un faisceau d'indices concordant à sa culpabilité car il s'est déclaré innocent. Ça voudra dire que si tu caches bien le corps, tu seras innocenté. C'est pas possible. Je suis d'accord aussi avec ça. Parce qu'il y a quand même, il y a des éléments, on va pas se mentir. Hein. Il y a des éléments. Maigre, le dossier est un peu maigre, mais attention, on n'a pas tout vu là. Hein. On n'a pas tout vu. Et moi, déjà, là, il y a 2-3 trucs que j'ai vus que je me suis ça commence à plus trop balancer vers la proba que c'est pas lui, quoi. Il fera appel. Bah écoutez, cherchez pas, c'est lui, il sera condamné, il dira où est le corps pour la santé mentale de ses enfants afin qu'il puisse se Après, franchement, si ça se passe comme ça, ouais, mais en fait, tu fais subir aussi encore, t'as fait subir à tes enfants et aux proches de Delphine aussi, il faut pas oublier qu'il n'y a pas que ses enfants. Tu les fais attendre, tu les fais patienter, ils l'ont cherché partout. Si tu le dis après, bon, vaut mieux le dire, vaut mieux tard que jamais, mais franchement, ce serait horrible. Horrible, horrible. Dans un sens, je comprends pas, ils sont allés jusqu'au procès, c'est qu'ils ont des choses, sinon ils auraient abandonné. Non, mais bien sûr, évidemment, mais de toute façon, tu peux pas mettre quelqu'un en détention provisoire juste comme ça. Hein. Évidemment qu'ils ont des éléments. C'est juste qu'il y a, en fait, quand il n'y a pas de preuves irréfutables, enfin, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de scène de crime, c'est très compliqué de déterminer la culpabilité. Mais c'est possible, grâce à tous les indices qu'il y a, grâce au contexte, etc. Et en mettant aussi la pression, ils ont essayé de le faire avec lui. Quand ils l'ont mis en GAV, ils ont essayé de lui mettre la pression pour qu'il craque. Il n'a pas craqué. Encore aujourd'hui, il clame son innocence. Voilà. Imaginez s'il l'a donné au cochon, il n'y aura même pas de corps. Oh mon Dieu, c'est horrible. Oh putain, oh tu m'as mis mal là. Ouh là là, tu m'as mis mal. Allez, on continue. On a bientôt fini en plus là, les amis. Du coup. Donc, la compagne de l'amant qui est étonnée de la rapidité des moyens engagés. Maître Franck poursuit. Ça vous a alerté? Non, pas du tout. Et c'est quoi ces gendarmes? Toutes les investigations étaient menées pour tenter de la retrouver. Ok, l'avocat répond. Moi, j'ai trouvé ça bizarre de s'étonner de la rapidité de la gendarmerie. Mais nous aussi, pour le coup. Bon, je suis d'accord avec l'avocat de Cédric Jubilard pour la première fois. Le seul suspect est Cédric Jubilard, s'interroge Maître Martin. Non. Mais enfin, monsieur, vous l'emmenez sur au légiste, vous mettez une puce sur sa voiture ce même jour. C'est la procédure. Ils ont mis une puce à sa voiture. Je savais pas qu'ils faisaient ça. Ok. Et vous n'allez pas, vous n'avez même pas, vous n'allez pas interroger l'amant. On a presque fini, les amis. L'avocat général précise qu'il y a eu rapidement des actes intrusifs, dont une perquisition le lendemain de la disparition chez l'amant. Ok, donc ils ont perquisitionné chez l'amant le lendemain de la disparition. Ok. L'audience est suspendue. Merci de m'avoir. Merci au nouveau détective et à Cécile Olivier pour ce thread. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. On s'est arrêté 1 milliard de fois, mais comme d'habitude, finalement, comme d'habitude. Mais franchement, il y avait tellement d'éléments. Franchement, cette affaire est folle. Cette affaire est complètement dingue. Non, le prénom de l'amant, c'est Jean. Comment tu sais? La police n'a pas cherché le corps? Ah si, bien sûr. Ils ont fait que ça. Je pense à Omar Haddad. Omar m'a tué, là, l'affaire de Omar m'a tué. Elle est dingue aussi, cette histoire. Elle est folle. Oui, mais pas de corps, pas de scène de crime, pas de témoin, pas d'aveu, il n'y a rien, quoi. Il y a des témoins, apparemment. Les voisins, mais on va les entendre. De toute façon, on n'a pas fini, les amis. On est au 2e jour. C'est le tout début. Attendez avant qu'on se fasse notre opinion. C'est le tout début. C'est la procédure. Ouais, par contre, je savais pas que la procédure, c'était de mettre une puce sur la voiture d'un suspect. Ah, c'était du racisme pur, cette histoire. Bah ouais. Mais après, franchement, aussi, cette histoire, le mystère de pourquoi écrire Omar m'a tué ER en plus. Mais franchement, cette histoire est folle. J'aimerais bien faire une vidéo dessus. Possible qu'il ait mis le corps dans une mine. Mais en fait, à Cagnac-les-Mines, il y a vraiment des mines. Bah, ouais, évidemment. Je suis con. La femme de son amant était gentille dans ses messages avec elle en disant qu'elle savait qu'elle lui laissait le temps après Noël pour qu'ils se mettent officiellement ensemble. Oui, après, les amis, on spécule. Hein, on spécule. De toute façon, l'enquête, c'est pas nous qui allons faire l'enquête, mais évidemment que on se pose des questions. Ils ont été sur écoute, ils ont tout épluché. En plus, ça ne change rien. Cela n'a pas empêché leur séparation. Non, c'est pas l'amant ni sa femme. Après, c'est peut-être il y a aussi la possibilité que ce soit un inconnu, un rôdeur, un autre amant. Je leur ai parlé avec notre téléphone.
Et il est allé en justice, il avait un dossier. Qui ça? Pour le petit Grégory, personne n'a été condamné, pourtant il y avait un corps. C'est ça aussi, hein. À chaque affaire est différente. Et le principal, c'est que, ouais, que justice soit faite et que les victimes soient reconnues en tant que telles, qu'on les oublie pas, qu'on n'oublie pas leur histoire. Et je vous propose qu'on s'arrête sur ça. Un rôdeur. Ben rigolez pas, c'est possible. Tout est possible. Et la proba de Cédric, elle est... Oui, mais Delphine n'a pas respecté ce que la femme a dit. Effectivement. Peut-être qu'elles se sont parlé gentiment, elles se sont dit vas-y en patiente. Mais Delphine, elle était là, bon vas-y viens, on commande du champagne. Tu peux te moiter chandon. Champagne aussi. Delphine qui a été sympa et qui a dit à l'épouse qu'elle lui laissait du temps, qu'elle acceptait de s'effacer, mais elle a quand même envoyé une photo à Jean. Mais comment vous avez le nom de l'amant et tout? Il était même pas écrit. Ou c'est peut-être les journalistes, ils veulent pas l'écrire. Peut-être un inconnu, et lui, Cédric, comme il ne l'avait jamais fait, il a fait une lessive à 4h du matin. Ah, je sais pas pourquoi, à chaque fois, bah, ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Quand on parle de la lessive qu'il a lancée à 4h du mat, je pense à Stéphane Plaza et ses machines à laver. Je sais, ça n'a rien à voir, mais bon. Voilà. Coucou Pipa, t'as entendu parler du corps, quoi, de la jeune Céleste trouvée dans le coffre de la Tesla du chanteur? Non. C'est qui ce chanteur? Je sais même pas c'est qui. Non, j'ai pas vu. Putain, mais c'est fou. Mais dans quel monde vit-on, les amis, vraiment? Les lunettes cassées de Delphine dans la maison, c'est bizarre, ça, alors qu'elle n'était pas cassée. Elle n'était pas cassée la veille, ouais. Tu te débarrasses du corps, mais pas des lunettes. Ben, peut-être que s'il y a une altercation, en essayant de se débattre, les lunettes sont tombées sous le canapé, il les a pas vues. Vous savez, s'il l'a fait, il a dû tout faire en l'espace de 2-3 heures. Hein. Le temps de partir, d'enterrer le corps, ou de le dissoudre, ou peu importe, revenir, remettre la truc en place. Si jamais t'as du sang sur les mains, ou du truc, se laver, truc, machin. C'est possible, hein. Cédric, il devait pas souvent faire des lessives, mais t'inquiète que là, à 4h du mat, ça lui a pris comme une envie. Ouais, non, mais ouais. Ça aussi, hein. La maison, elle est sans dessus-dessous. Ils peuvent même... Ça, par contre, c'est vrai. Ils peuvent même pas ouvrir la porte de la salle de bain tellement c'est le bazar. Mais toi, ta priorité, ta femme vient de disparaître, c'est de faire une lessive. C'était en chelou. C'est encore le confinement pour un rôdeur, ça paraît compliqué, c'est vrai, surtout dans ces petits villages. Puis pourquoi elle serait sortie en plein décembre alors qu'il y avait des températures négatives? C'est vrai, aussi. Plaza Jubilar, c'est leur combat, les lessives, de fou. Un expert va venir parler des lunettes. Moi, ce que j'avais vu, c'est que pour pouvoir les casser, il fallait une pression d'à peu près 16 kilos, il me semble. C'est ça que j'avais vu. Hidalgo dirait dans quel monde Vuitton. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Dans quel monde Vuitton? On n'est pas en Louis Vuitton, mais dans quel monde Vuitton? Ah là là. Il n'y a pas de sang, sinon ils auraient vu qu'il a dû l'étrangler ou un truc comme ça alors. Bah ouais, oui, étranglé, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de giclement. Il devrait analyser la machine à laver. A-t-il mis de l'adoucissant dans le bon compartiment? Si oui, il en avait déjà fait avant, sinon c'est louche. De toute façon, par contre, ils ont vérifié même les tuyaux et tout. Vous savez, là où ça part et tout, pour voir s'il n'y avait pas du sang, des résidus de sang, ça, ils peuvent le faire aussi. Et ils l'ont fait. Ah là là, les amis. Bon, les amis, c'est pas tout, je vous adore. Hein. Je vous adore. Merci de m'avoir suivi pour ce 2e jour de procès, qui était très, très difficile. Vraiment très, très difficile. Je vous le cache pas, moi, les enfants, voilà. J'espère qu'ils reviendront plus jamais parler. Non, je rigole. S'ils veulent parler, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils ont le droit, franchement. J'espère que leur voix sera entendue. J'espère que même la voix de Delphine... par le biais des proches, par le biais de son entourage, va être entendu. J'espère qu'on aura un dénouement. Peut-être que dès qu'il aura épuisé toutes les voies de recours, il sera condamné définitivement et là, il en parlera, je sais pas. Peut-être. En tout cas, putain, mais 2e jour et déjà, quelle journée, hein, franchement. El Famoso, bon, les amis, vous le connaissez, celui-là, vous le savez, les amis, il est 23h. J'ai 2-3 trucs à faire en plus. Après, il faut que je vous montre la vidéo, truc, machin. Les amis, s'il vous plaît. J'ai un bon rythme en plus en ce moment. J'essaie de me coucher à peu près tôt. J'ai arrêté de me coucher à 5h du matin. Ok, parce que c'est ce que je faisais tout l'été. Là, vers 1h, j'aimerais être au lit. Et là, il est 23h. Le temps de manger, de faire mes trucs, de faire le montage, la miniature, etc. etc. Comme ça, ceux de YouTube, ils l'ont demain, etc. J'ai envie de rester avec vous en plus. Vous êtes 63 sur Twitch, 236 sur YouTube. Il y a plus de 300 personnes avec moi là.
dans ma chambre. C'est incroyable, c'est génial. J'ai envie de rester avec vous. J'ai envie de faire un réact documentaire. Vous venez, on s'en fout. Venez, on fait. Venez, non. Non, ça y est, les amis. Les amis, bonne nuit. De toute façon, demain, on se retrouve. Même heure, même lieu. Même procès. Merci pour les follows. Merci pour les subs. Merci pour les super chats sur YouTube. Pipa, tu deviens méga raisonnable. Mais c'est parce que j'ai grandi. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Ça y est. Ça y est, frère. Ça y est, frère. Ça y est.